Bonjour et bienvenue dans Transcendant Vôtre, c'est Aline et aujourd'hui on se retrouve pour parler de la vaginoplastie. Alors la vaginoplastie, qu'est-ce que c'est? Déjà, on parle pas de la vaginoplastie mais des vaginoplasties parce que la vaginoplastie c'est un ensemble de chirurgies qui vise à corriger des défauts ou des malformations du canal vaginal, des muqueuses ou des structures vulvo-vaginales. J'ai compté une douzaine d'opérations qui tombent sous le nom de vaginoplastie, mais il n'y en a qu'une seule qui nous intéresse aujourd'hui, c'est celle qu'on appelle l'aedoiopoièse. Ça va vous faire des points au Scrabble. Néanmoins, pour des raisons de confort d'écriture, de confort de prononciation, et aussi parce que c'est un abus de langage très courant, par la suite, je vais parler uniquement de la vaginoplastie pour parler de l'aedoiopoièse, pour parler de cette opération spécifique. Cette opération, donc, elle est à destination des personnes transféminines ou des femmes transgenres, et elle a pour but de convertir un pénis et un scrotum en vulve et en vagin. C'est une chirurgie lourde qui demande une convalescence et des soins assez longs. Et cette opération, vous le savez si vous avez vu ma vidéo précédente, je l'ai subie le 22 mars 2023. Je vais donc vous raconter mon expérience. Alors bien sûr, c'est mon expérience dans la région où je vis, avec mon parcours spécifique, avec mon chirurgien. Elle n'est pas universelle. Elle n'est pas universelle. D'autres personnes auront d'autres expériences. Tout ce que je veux, c'est vous apporter un point de vue et une idée un peu générale de à quoi s'attendre. Tout d'abord, suite à de nombreux débats internes, et après avoir envisagé une opération au Canada, qui était très coûteuse, j'ai finalement décidé de me faire opérer en France par un chirurgien basé à Paris. Alors si vous êtes dans le milieu, oui, c'est probablement le chirurgien à qui vous pensez, parce qu'il est très réputé, et je me suis dit que tant qu'à faire, autant me faire opérer par le meilleur. J'ai donc pris rendez-vous chez lui en juillet 2020, afin de commencer mon parcours chirurgical. D'ailleurs, c'est amusant parce que ce rendez-vous était très proche de mon premier rendez-vous pour la féminisation faciale, qui a eu lieu il y a 3 ans. Donc vous faites un peu une idée du temps d'attente. Pendant ce premier rendez-vous, il m'a décrit exactement en quoi consistait l'opération, avec des schémas à l'appui, des schémas qu'il a dessinés devant moi, donc je fais toujours des petits dessins de vulve dessinés par mon chirurgien, et il m'a montré des photos prises à 1 an sur des personnes qui ont été opérées, et il m'a expliqué comment se passerait toute la partie post-opératoire, la convalescence, les soins, etc. C'était un rendez-vous très dense, très riche en informations, très complet, mais vraiment nécessaire. Parce qu'on a beaucoup d'infos sur Internet, mais il y a des choses qui se contredisent, il y a des sources différentes. C'est bien d'avoir toutes les infos venant de la personne qui va le faire. À l'issue de cet entretien, il m'a demandé si je voulais toujours y aller. J'ai dit oui. Et donc il m'a inscrit sur la liste d'attente. Il m'a expliqué qu'initialement cette liste d'attente était d'environ 2 ans, mais qu'avec le Covid, il avait pris 6 mois de retard sur ses opérations, et que du coup, ça se répercuterait sûrement sur ma date. Et effectivement, je me faisais opérer 2 ans et demi plus tard. Bien joué Doc, belle estimation. Bravo. À l'époque, il était encore obligatoire de produire une attestation tripartite pour accéder à l'opération. Alors, l'attestation tripartite, elle doit être signée par le chirurgien, par un endocrinologue qui suit notre traitement, et un psychiatre qui confirme un suivi d'au moins 2 ans
Car oui, je me suis fait opérer dans le secteur public, qui, même si il prend du temps et il impose un certain niveau de transphobie, il permet d'être pris en charge et d'être remboursé. Et merci pour vos impôts, parce que je n'ai, pour mes 4 opérations, jamais déboursé un seul centime, si ce n'est pour la location de mes chambres d'hôpital. Merci. Aujourd'hui, cette attestation tripartite, elle n'est officiellement plus obligatoire. D'ailleurs, ça s'est passé juste après que j'ai eu à la produire, ça m'a un peu énervé. Mais, vous savez comme moi que les praticiens, ils ont sûrement pas arrêté de l'exiger, parce qu'entre l'officiel et l'officieux, il y a un énorme fossé. Je vous renvoie notamment à ma vidéo sur le changement de prénom, parce que j'en avais pris plein la gueule, spécifiquement à cause de ce genre de choses. Donc j'ai demandé à ma médecin traitante, qui est une médecin généraliste, de signer le papier, puisque c'est elle qui assure mon suivi endocrinologique, et je suis plus suivi par un endocrinologue depuis des années. Ensuite, je suis retourné voir le psychiatre que j'avais vu au tout début pour mon attestation, pour avoir mon traitement hormonal. Si vous vous souvenez, dans ma toute première vidéo de la chaîne. Et comme c'était hors de prix, et que j'allais pas faire 2 ans de séance à 100 balles, il m'a envoyé vers le CMP qu'il gère, et j'ai été suivi par une psychologue pendant un certain temps là-bas. J'avais un deuxième rendez-vous avec mon chirurgien en 2022, 2 ans plus tard donc. J'ai fait mes autres opérations pendant ce laps de temps, donc les 2 immunisations faciales et ma chirurgie des cordes vocales. Donc ça a été 2 ans vraiment éprouvants physiquement. Je m'en remets toujours. C'est très fatigant de se faire opérer à répétition. Le rendez-vous de 2022, c'était plutôt banal. Ça a surtout servi à réaffirmer mon envie de faire l'opération et me confirmer ma position dans la file d'attente. J'en profite pour préciser que le chirurgien m'a bien précisé qu'il n'avait pas besoin de me sculpter les parties génitales avant l'opération, et que l'état de mon pénis ou de mon scrotum n'avait aucune incidence sur le résultat final de l'opération. Donc c'est une bonne nouvelle si vous envisagez l'opération mais que vous êtes très mal à l'aise avec ce genre de choses, même si votre intimité va être annihilée plus tard dans le processus, même si au moins ce sera avec les organes génitaux que vous vouliez. Suite à ce rendez-vous, le temps passe, et j'ai un coup de fil en décembre 2022 de l'hôpital. Et on me propose une date. Sauf que cette date, c'est le 18 janvier. Et là, j'ai un petit problème personnel. Le 18 janvier, je ne peux pas me faire opérer, parce que le 17 janvier, c'est mon anniversaire, donc j'ai pas envie de me faire hospitaliser le jour de mon anniversaire, et le 18 janvier, c'est l'anniversaire de la personne que j'aime. Et j'ai pas envie d'être hospitalisé le jour de l'anniversaire de la personne que j'aime. Donc je dis que je suis pas disponible à cette date-là, pas de problème, on me propose dans ce cas le 22 mars 2023. Et c'est y part. Entre-temps, j'ai eu aussi plusieurs entretiens avec une infirmière qui ont commencé fin 2022. Le but était de me guider dans ce qui allait se passer, dans les soins que j'allais devoir faire, m'éduquer sur comment j'allais devoir m'occuper de ma vulve, de mon vagin, et aussi de me parler du matériel dont j'allais avoir besoin. C'était une dame très gentille qui était très attachée à ses patientes, et elle a fait beaucoup pour me mettre en confiance vis-à-vis de ce qui allait se passer. 1 mois avant l'opération, j'ai dû suspendre mon traitement hormonal, et jusqu'à 1 mois après l'opération. Le but étant d'éviter les risques de thrombose. J'étais assez inquiète, parce que mes taux de testostérone allaient remonter, c'est sûr. En 1 mois, ça allait remonter. Et ni une ni deux, en peu de temps, j'ai mes poils qui ont recommencé à pousser dru comme avant. Vers la fin, j'ai même recommencé à avoir des érections intempestives. C'était un cauchemar, cette période, c'était très difficile. Et en plus, gros changement hormonal, donc chaud tout le temps, les sautes d'humeur, enfin, comme quand on commence le traitement, quoi. Si vous connaissez, vous connaissez. Petite péripétie, les semaines passent, et on me prévient un peu au dernier moment que
la signature de ma généraliste sur l'accord tripartite n'est pas valable. Parce qu'il faut absolument un endocrinologue, sauf que je ne suis pas du tout suivi par un endocrinologue. Et par chance, j'ai on va dire une petite communauté sur Twitter, et j'ai pu trouver un endoc à Montpellier qui donne ce type de signature après une seule consultation et qui prend la téléconsultation parce que je n'habite pas du tout à Montpellier, j'habite en région parisienne. Donc, on est sauvé, j'ai la signature qu'il me faut. Une semaine avant l'hospitalisation, je dois commencer ce qui s'appelle un régime sans résidus. Le régime sans résidus, le principe c'est de t'empêcher d'aller à la selle. Ça fait que tu chies pas. C'est un régime qui est fade et ennuyeux. Tu vas manger des choses blanches et sans goût. Le but c'est que mes intestins soient bien vides après l'opération, parce que je vais garder un gros pansement qui va prendre tout mon bassin. Je ne pourrai pas aller aux toilettes. Ce sera comme une couche, j'aurai une sonde urinaire, et je pourrai pas aller faire caca. Et qui plus est, si j'ai envie de chier pendant cette période-là, il n'y aura pas de solution, je risque d'être obligé de me chier dessus. Donc on évite. Et aussi, le canal vaginal va être très proche du scrotum. Et c'est bien qu'en cas de déchirure, il n'y ait pas de matière fécale qui rentre, en fait. Parce qu'il y en a toujours un peu, et du coup là, il n'y en aura pas. Pour qu'il n'y en ait vraiment pas, 2 jours avant l'hospitalisation, c'est la purge. Alors la purge, c'est un médicament que tu prends et qui te fait te vider. Donc je commence à me vider. C'est très particulier comme expérience. Je crois pas avoir autant chié de ma vie en si peu de temps. Mais c'est assez agréable quand t'as pas chié depuis une semaine. Tu es soulagé un peu. Tu te sens vide. La date approche. Évidemment, j'ai rendez-vous avec l'anesthésiste, test PCR, prise de sang, la base, vous vous doutez. Ça arrive, c'est le 21 mars, la date de mon hospitalisation. Je retrouve ma mère près de l'hôpital qui est hébergée chez ma tante qui habite dans le coin. Et on passe un peu de temps ensemble, ça fait longtemps qu'on s'est pas vu à ce stade. Et on va aux admissions. Et on m'emmène avec ma mère, du coup, dans la chambre où je vais passer une semaine et demie. Et là, la tension commence à monter. Mais heureusement, ma mère est là, et ça me rassure beaucoup, en fait. Je suis pas seul, comme pour toutes les autres opérations que j'ai faites avant. Je sais qu'elle est là, et que le lendemain, elle sera là, à mon réveil, qu'elle me rendra visite, que je vais avoir d'autres visites qui sont prévues. Et je me raccroche à ça. Et ça va être vital. Ça va être vraiment vital. Ma mère finit par partir, parce que les heures de visite se terminent. Je dîne, donc... Déjà la bouffe d'hôpital, vous vous doutez, hein, mais en plus là c'est la bouffe d'hôpital, régime sans résidus. Donc dégueulasse. Je range mes affaires, je me prépare psychologiquement. Et j'ai une petite frayeur dans la soirée, parce que je vais aux toilettes, et je chie une quantité monumentale de merde. Vraiment, j'ai jamais vu ça. Et je panique un peu, et en fait, c'est normal, c'est la fin de la purge, tout ce qui est resté. Donc tout va bien. Mais sur le coup, ça fait peur. Quand t'es censé ne plus chier, et qu'au dernier moment, tu chies. Ça fait peur. Je sais que le lendemain, je pars au bloc à 7h du matin. Une fois réveillé et lavé, je suis stressé. Je tourne en rond dans ma chambre, je porte une charlotte, je porte une blouse d'hôpital qui dévoile mon cul, des bas de contention qui sont inconfortables, des surchaussures, j'ai pas le droit de porter mes lunettes, donc je vois rien du tout. Je suis très myope. Bref, je suis pas bien. On m'avait demandé si je voulais un calmant, j'avais dit oui.
et on m'a oublié, donc je ne l'ai pas eu, et à partir d'un certain moment, bah, il est trop tard en fait, parce que je dois être à jeun, donc je ne peux pas boire d'eau non plus. Donc je me dis, bon, bah, let's go, l'opération sans calmant pour me détendre. C'était la première fois sur les 3 opérations, et je panique à nouveau, comme vous vous en doutez. Donc je suis assis sur mon lit, et je stresse, et je regarde le soleil se lever. J'ai une superbe vue depuis ma chambre, et je regarde le soleil se lever sur Paris. Finalement, le brancardier vient me chercher, il m'installe sur le brancard, on descend au bloc. Je suis nerveuse, je me triture les mains, je regarde les lumières du plafond qui défilent, et je stresse, le stress continue de monter, panique un peu. On arrive près du bloc, on me met en attente dans une zone où range les brancards. Je suis à côté d'une dame, on discute un petit peu, on échange quelques mots, parce qu'elle aussi elle va se faire opérer. Elle est gentille avec moi, et moi je suis gentil avec elle, et on essaie de se rassurer mutuellement, parce qu'on est toutes les deux un peu angoissées. Je sais plus pourquoi elle se faisait opérer, elle, mais c'était pas la même chose. Toutes les deux, on a froid et on n'est pas rassurés. Et puis, un infirmier vient me chercher. Il me met un drap sur les épaules pour que j'ai pas froid, parce que je suis quasiment à poil, hein, je vous rappelle. Et il m'escorte jusqu'au bloc, où il fait encore plus froid, sachant que moi je suis en bas de contention et en surchaussures, donc autant dire quasiment pieds nus. Et donc j'avance, il y a beaucoup de gens qui s'affairent, il y a plein de machines, du bruit, voilà. On m'emmène au bout de la table d'opération, où m'attendent 2 étriers. Donc comme chez le gynéco, hein, pour les personnes qui connaissent, voilà, c'est pas rassurant quand t'arrives et qu'il y a des étriers. Et le chirurgien arrive. Et donc on parle un petit peu, il me fait des blagues, tout le monde est assez gentil, tout le monde est un peu humeur à rigoler. Je pense que c'est aussi pour me rassurer, et ça marche, ça me met en confiance, ça me rassure, je me sens plus calme, je me dis de toute façon là ça y est, on y est, voilà. Il me demande une dernière fois quand même, est-ce que tu veux toujours le faire? Parce que il me dit, enfin, là c'est le dernier moment pour faire marche arrière. Je dis oui, c'est bon, on y va. Donc on m'allonge sur la table, on me met les pieds dans les étriers sans les relever encore. Heureusement, ma dignité restait intacte à ce moment-là. On me fout plein de trucs dans les bras, des perfusions, des injections, enfin plein de choses. Le brassard, les électrodes, voilà, si vous avez déjà été opéré, vous connaissez. On me met le masque à oxygène sur le visage, on m'injecte l'anesthésiant, ça brûle dans les veines, toujours. Ça sent bon dans le masque, je toussote un peu parce que l'air est dense. Et puis je pars doucement, quoi. Et D'ailleurs, je me rends compte, on voit souvent dans les films, les gens demandent aux patients de compter pour voir à quel moment ils s'endorment. Maintenant, ils font plus ça, maintenant ils te font tenir ton masque à oxygène, et il y a un moment où tu le tiens plus, et ils considèrent que c'est ça le moment. Parce que t'arrives plus à tenir. En tout cas, c'est l'impression que j'ai. L'anesthésie, c'est une expérience que je vis très mal, en général. Depuis que je suis enfant, je suis sujette à des pertes de connaissances, à des malaises vagos. Et j'ai l'impression d'être loin, vraiment très très loin de mon propre corps. Et que je dois forcer pour remonter à la surface. Si vous voyez la scène dans Get Out où le personnage se fait hypnotiser, c'est un peu similaire à ce genre de choses. Et du coup, ben, je suis dans mon inconscience, et je pousse pour remonter, et je finis par y arriver. Et donc je me réveille, je commence à me réveiller, j'entends énormément de bruit, un vacarme assourdissant. C'est la salle de réveil. Et la salle de réveil, c'est la chose que je déteste le plus avec les opérations.
je trouve que c'est le pire endroit. On entend des machines qui bipent, des gens qui parlent, des patients qui crient, en tout cas on a l'impression, qui gémissent. C'est une cacophonie. C'est horrible. Je déteste ça. C'est un réveil extrêmement violent, en fait. C'est un réveil très violent, et en même temps on n'est pas assez réveillé pour pouvoir s'en protéger, pour pouvoir fermer les yeux bien, pour pouvoir se boucher les oreilles. Et du coup, on est juste agressé, en fait, de toutes parts. Et donc, j'arrive enfin à ouvrir les yeux. Il y a des infirmiers qui me parlent de temps en temps, qui me posent des questions. Qui ne trouvent pour réponse que des grognements de ma part. J'arrive pas à parler. Et je finis par complètement reprendre mes esprits. Après une durée que je situerai en termes de ressenti entre 5 minutes et 5 heures. Je peux vraiment pas être plus précise à ce niveau-là. Je sais que ça a pas été très long parce que je sais à quelle heure je suis remonté dans ma chambre. Mais c'est si éprouvant. Je déteste la salle de réveil. Franchement, si vous devez vous faire opérer, courage pour ça, c'est la pire partie. Par réflexe, vu que je sais pourquoi je suis là, j'ai repris conscience et je me suis rappelé. Par réflexe, j'essaie de contracter mon périnée. Et je sens plein de trucs bizarres. Des trucs pas normaux. C'est des trucs que j'identifie pas encore. Et je verrai plus tard. Tant pis. Ça attendra. Donc on me remonte dans ma chambre, et à ce stade, en fait, je suis complètement réveillé. Il est 14h30. Donc c'est vraiment pas long. C'est une opération qui est pas très longue. Au moment où je remonte dans ma chambre, je me sens assez bien. Et je suis très soulagé. Et donc je porte le fameux pansement en forme de couche. Et dans ce pansement, je porte notamment la sonde urinaire, dont le tuyau remonte par le haut du pansement, et qui redescend jusqu'à ma poche à pisse, accrochée sur le côté gauche de mon lit. Et le moindre mouvement de ce tuyau est extrêmement désagréable, parce qu'il va jusque dans mon urètre. Donc dès qu'une personne l'effleure malencontreusement et le pousse un petit peu, moi ça me fait une sensation horrible. Et c'est arrivé pas mal de fois pendant ma convalescence. J'ai aussi 2 drains qui vont dans mon pansement et qui, je le comprendrai plus tard, sont reliés à mes grandes lèvres pour aspirer le surplus de sang et éviter une hémorragie interne. Merci les drains. Et donc je suis là, je suis allongé sur le dos, et ça va durer plusieurs jours. Et je me rends compte, à ce moment-là, que ça va être vraiment très long. Je mange un petit peu, l'équivalent d'un petit déjeuner, mais j'ai pas très faim. Et en plus, c'est assez difficile de m'asseoir pour le moment. Et ma mère vient me voir un peu plus tard dans l'après-midi, et c'est un autre gros soulagement de la voir. Parce que c'est un visage amical. Ça fait plaisir. Ça détend. Je suis très ému à ce moment-là qu'elle vienne me voir dans un moment aussi important pour moi. Et pendant 1 semaine, elle est vraiment venue me voir tous les jours. Tous les jours, je l'ai vue. Et ça m'a fait un bien fou. Elle a dû repartir après parce que elle avait des rendez-vous importants de son côté aussi, donc elle a quitté Paris et elle est pas restée jusqu'au bout de ma convalescence, mais le temps qu'elle était là, ça m'a déjà fait énormément de bien en fait. Et j'ai vraiment senti la différence avec mes opérations précédentes, mes hospitalisations précédentes, où j'étais seul à cause des interdictions du Covid, et où j'avais l'impression de mourir, tout bêtement. J'ai eu des visites tous les jours pendant ma convalescence. Tous les jours. Des amis, ma mère, et bien sûr, des personnes qui partagent ma vie,
Ça m'a fait vraiment beaucoup de bien. Et du coup, ben, comme j'ai eu beaucoup de visites, c'était vraiment épuisant. Psychologiquement, socialement, c'était épuisant, mais ça valait le coup en fait, parce que l'alternative est rester seul, ça aurait été horrible. Je préfère être fatigué que d'avoir envie de mourir en fait. La première nuit, ça a été la pire. Déjà, j'ai jamais bien dormi après des opérations, mais celle-là en particulier parce que je pense, mes souvenirs sont un peu flous de ça, mais je pense qu'on avait oublié de vider ma poche à pisse le soir. Et en fait, du coup, dans la nuit, comme c'était plein, je me suis pissé dessus. J'ai eu des spasmes musculaires au niveau de la vessie. Et c'était très douloureux et j'ai vraiment pas fermé l'œil de la nuit à cause de ça. Et du coup, le matin, je me suis retrouvé baignant dans ma pisse et mon sang. Et ouais, les autres nuits, j'ai jamais bien dormi, mais heureusement, ça ne s'est jamais reproduit. La première fois, du coup, ce jour-là, qu'on a changé mes draps, ça a été une expérience terrifiante. Terrible, parce que je devais me mettre sur le côté. Pendant qu'on changeait de l'autre côté, etc. Parce que je pouvais pas sortir du lit. Et c'était beaucoup de douleur. Vraiment très douloureux. Au bout de 5-6 jours environ, le moment est venu de me retirer mon pansement. Et d'abord, mes drains. Et ça a été très difficile. Les drains, j'en ai déjà eu ici, dans le cuir chevelu, quand j'ai fait la féminisation faciale, et les retirer, ça avait été très très douloureux. Mais la zone génitale, beaucoup plus sensible que le cuir chevelu, en fait. Il y a beaucoup plus de terminaisons nerveuses. Et l'infirmière, elle a eu du mal à sortir le deuxième drain, parce que ça avait commencé à cicatriser autour. Elle a dû s'y reprendre à 2 fois, en tirant très fort. Et je vais pas vous faire un dessin, mais ça a été une des pires douleurs de toute ma vie. J'ai eu l'impression qu'on avait accroché un hameçon dans mon urètre et qu'on tirait. C'était atroce. Et puis, il a fallu retirer le pansement. Et ça a été un peu difficile à retirer parce que entre l'esparadrap et mon sang séché de la première nuit, il était bien accroché. Ensuite, on m'a retiré quelques points de suture, ce qui est jamais très fun. Et enfin est venu le moment de sortir la sonde urinaire ainsi que le ballon qui va avec. Et en fait, j'ai eu l'impression qu'on me vidait de toutes mes entrailles. Il y avait 6 infirmiers et infirmières avec moi, et il y en avait 2, leur job, c'était de me tenir. Pour que je m'attortille pas trop. Ils me tenaient les épaules, plaquées, pour que je reste calme. Et enfin, on m'a retiré le conformateur, qui permettait que le vagin ne se referme pas pendant qu'on n'y avait pas accès. Et à l'issue de tout ça, on m'a laissé souffler un petit quart d'heure. Quand on fait une vaginoplastie, c'est pas progressif. On s'endort avec un pénis et on se réveille avec un vagin. On n'a pas le temps de voir venir, on n'a pas le temps de s'habituer. Une fois le pansement retiré, on a beaucoup de soins à faire pendant un moment. Et on passe la moitié de son temps à moitié nu à rentrer et sortir des trucs. Et du coup, notre appareil génital, il est pas du tout sacralisé, entre guillemets. C'est juste un morceau de viande. Comme le reste de notre corps. Tout aussi banal, tout aussi mécanique et fonctionnel. Si je vous dis ça, de manière un peu crue, c'est parce que pendant ce quart d'heure, on m'a laissé tranquille. J'ai pu le rencontrer. C'est-à-dire que j'ai d'abord posé ma main dessus, doucement, et puis je me suis redressé autant que j'ai pu, et avec la caméra de mon téléphone, je l'ai regardé. J'avais pas de miroir, j'ai regardé avec ça. J'ai pu le regarder. Toute première fois de ma vie. Et il était super moche. Il était vraiment pas beau.
C'était le seul moment un peu solennel que j'ai eu avec mon nouveau sexe. J'ai pu le découvrir, aussi moche soit-il, aussi rouge et boursouflé soit-il. Il était là, il était avec moi, il faisait partie de moi. Et j'étais ému. J'étais très ému. Il était plein d'hématomes, plein de points de suture. C'était affreux. Affreux mais doux. Il faisait enfin partie de moi alors que je le voulais depuis très longtemps. Je le voulais depuis que je savais qu'on pouvait avoir autre chose qu'un pénis entre les jambes. Quand j'étais petite, quand je l'ai découvert. Et je vous cache pas qu'avec la fatigue, la douleur et l'émotion, j'ai fondu en larmes. À ce moment-là. J'étais à bout. J'étais complètement à bout. Et puis, les infirmières sont revenues. Et elles m'ont appris à faire mes soins, elles m'ont aidé au début. Et je vais revenir sur les soins dans la partie convalescence après. J'en reparlerai. J'ai terminé tranquillement mon séjour à l'hôpital. Toujours avec des visites. J'ai pu me lever ensuite et marcher. J'avais très vite la tête qui tournait, donc pas longtemps, mais je sentais un début, quoi. Je pouvais me lever, je pouvais marcher. C'était bien, ça m'avait manqué après une semaine, et j'avais un équilibre très précaire. Et puis, au bout de 10 jours, j'ai pu enfin rentrer chez moi avec une ordonnance longue comme ma bite. Comme mon bras, du coup. Le retour à la maison a été un soulagement. J'ai enfin pu reprendre une vie quasiment normale. J'étais assez affaibli physiquement. Je marchais très lentement, comme une vieille dame, à petits pas. Je pouvais pas sortir plus d'une vingtaine de minutes sans me retrouver au bord de l'évanouissement. J'avais en plus quelques douleurs des nerfs qui étaient en train de se réveiller. Du coup, je passais le plus clair de mon temps mi-assise, mi-couchée sur mon canapé entre mes séances de dilatation 3 fois par jour. C'était une période d'immobilisme. Concernant les soins, donc je devais porter 24 heures sur 24 ce qu'on appelle un conformateur. Je fabriquais mes conformateurs moi-même, en roulant 3 compresses ensemble dans un préservatif que je nouais et que je lubrifiais à la vaseline. Alors oui, la vaseline, ça rend le préservatif, le latex du préservatif poreux et il risque de casser. Mais dans ce cas-là, en fait, un lubrifiant à l'eau n'aurait pas fonctionné parce que je le garde assez longtemps, le conformateur, et du coup, mes tissus auraient bu l'eau, en fait. Et il n'y aurait plus eu de lubrifiant à la sortie. Ça aurait été beaucoup plus difficile à sortir. Ça se garde plusieurs heures, un conformateur. Il y a un chien qui aboie dehors. Casse-toi, la vieille, avec ton chien. Je vais également faire des dilatations 3 fois par jour, afin d'aider le vagin à s'élargir et à rester bien ouvert. Sinon, le corps le traite comme une plaie, et il essaie de le refermer en cicatrisant, ou en tout cas de le resserrer. Le but final, c'est d'essayer de réduire progressivement le nombre de dilatations et leur fréquence. Le résultat final, voulu, c'est d'atteindre une séance par semaine. Et à terme, évidemment, on ne porte plus de conformateur. À l'heure où j'écris cette vidéo, je faisais une dilatation de 30 minutes par jour. Et je commençais à sauter 1 ou 2 jours dans la semaine, me disent mes notes. À l'heure où je tourne cette vidéo, qui est 6 mois plus tard, je ne fais qu'une dilatation par semaine, j'ai atteint le résultat final. À terme, une activité sexuelle avec pénétration régulière, on va dire, peut se subsister à la dilatation.
Aussi, quelques jours après mon retour à la maison, suite à un retour un peu mouvementé, j'ai des points qui ont sauté sur ma grande lèvre gauche. Et donc je me suis retrouvé avec une très grande plaie béante, remplie de sang très foncé. Et ça m'a fait très très peur. C'était extrêmement gore. C'était horrible, affreux. Évidemment, je vous montrerai pas de photos, mais les gens qui l'ont vu ont été un peu choqués. Par chance, j'avais un rendez-vous hebdomadaire avec l'infirmière qui m'avait déjà suivi avant l'opération, et elle a pu s'occuper de moi. Elle a retiré les petits caillots de sang qui étaient restés dans la plaie, c'était ça, le sang très foncé, et elle a resserré la plaie autant que possible avec des pansements spéciaux pour l'aider au mieux à cicatriser. Au moins, ça pissait plus le sang. Et donc à ce stade de la convalescence, il reste plus grand chose à faire à part se reposer et reprendre doucement des forces pour reprendre une vie normale. À 6 mois après l'opération, donc à l'époque où j'ai écrit la vidéo, j'avais retrouvé toute ma mobilité et je vivais normalement, c'était formidable. C'est toujours le cas. Ma vulve, elle a pris un aspect tout à fait normal. Les cicatrices sont presque invisibles aujourd'hui. Et le résultat, en tout cas, est au rendez-vous. Déjà à 6 mois, j'étais à 2 dilatations par semaine et je pouvais avoir une activité sexuelle. La stimulation, ça m'intimidait beaucoup au début. Et puis on finit par s'habituer. Tout va bien. Et en fait, c'est un peu le cas avec tous les aspects de l'opération, c'est-à-dire que beaucoup de choses sont déstabilisantes. On doit réapprendre des tas de trucs très simples, comme pisser, être propre aux toilettes. Mais en fin de compte, on s'habitue et on continue simplement à vivre notre vie comme avant, quoi. Les premières semaines, tous les jours, j'avais une sorte de grande réalisation de oh, j'ai plus de pénis, j'ai un vagin, une vulve. Aujourd'hui, j'en ai un par mois, des moments comme ça où je me rends compte de ce qui s'est passé. Ça se banalise en fait dans ma tête. Et comme je disais, ça n'a pas le temps d'être spécial. Juste c'est tout. Et maintenant, je vais vous révéler un secret. Un truc que je peux dire maintenant parce que c'est derrière moi, mais que je pouvais pas dire avant. J'ai pas fait cette opération parce que j'en avais besoin. J'ai menti au psychiatre. Non, j'avais pas un profond dégoût pour ce qui se résumait à un tuyau pour pisser. C'était les mots que j'ai utilisés. J'ai fait une vaginoplastie, une aidoiopoïèse, parce que, accrochez-vous bien, parce que j'en avais envie. Pas besoin, envie. Je voulais plus avoir de pénis. J'en voulais pas depuis longtemps, mais je vivais avec normalement, et du coup j'ai choisi de changer, parce que j'en avais envie. Et c'est ok. Et j'en suis très heureuse. J'ai absolument aucun regret. Toutes les opérations que j'ai faites avant, j'ai eu un moment de regret plus ou moins intense, parfois même directement pendant l'hospitalisation. Je pense à la première féminisation faciale qui a été très très dure. Mais en tout cas, ça arrivait toujours vite. Mais là, depuis 1 an, pas une once de regret, pas la moindre petite partie de regret. Pas d'angoisse, pas de déprime, en tout cas pas lié à ça. Et si c'était à refaire, je le referais 1000 fois. Ça valait le coup. J'en suis ravi. Et voilà. Merci d'avoir suivi cette vidéo, le final de Transément Vôtre. Aujourd'hui, ma transition, elle est terminée. C'est une page qui se tourne. J'ai parcouru beaucoup de chemin depuis la toute première vidéo de la chaîne. Que ce soit moi-même en tant que personne ou même en tant que vidéaste. Je trouve que mes vidéos sont bien plus jolies qu'à l'époque. Bien mieux réalisées. Je vous remercie de m'avoir accompagné là-dedans. Je sais que j'ai été irrégulière, surtout ces dernières années.
par perte d'inspiration, perte d'envie. Mais cet épisode, il était toujours prévu en fait. Aujourd'hui, ma présence sur Internet, elle tourne plus autour de ça, autour de ma transidentité. C'est plus dans ma bio sur Twitter. C'est plus un truc dont je parle beaucoup. Je relais des paroles, mais moi, j'en parle pas beaucoup parce que j'ai plus grand chose à dire en fait dessus. À part peut-être parler aux gens qui sont moins avancés dans leur parcours et les rassurer. Mais en tout cas, j'ai envie de faire d'autres trucs. Et je fais déjà d'autres trucs. Je fais d'autres trucs sur YouTube, sur Twitch. Vous avez tous les liens dans la description. Si vous avez aimé la vidéo, aimez la vidéo. Si vous avez aimé la vidéo, laissez un commentaire sous la vidéo. Et si vous avez aimé la vidéo, abonnez-vous à la vidéaste. Et on se voit à la prochaine vidéo. Salut. Ça c'est cadeau.